Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Monnaie d'échange. Je vous propose aujourd'hui de vous lire la suite du chapitre 1 du roman de Guy de Maupassant, Une vie. Si vous n'avez pas écouté le début, je vous invite à aller cliquer en haut à droite, vous avez le lien qui s'affiche. Pensez aussi à vous abonner, voilà, c'est dit. Allez, je commence la lecture. Une vie, suite du chapitre 1. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie, disparaissait dans son carrick à triple collet. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline, au grand trot des 2 chevaux, dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires dont les mâts, les vergues, les cordages se dressaient tristement dans le ciel ruisselant comme des arbres dépouillés. Puis elle s'engagea sur le long boulevard du mont Riboudet. Bientôt, on traversa les prairies, et de temps en temps, un saule noyé, les branches tombantes avec un abondement de cadavres, se dessinaient gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient, et les 4 roues faisaient des soleils debout. On se taisait. Les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite Mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentait revivre ainsi qu'une plante enfermée qu'on vient de remettre à l'air. Et l'épaisseur de sa joie, comme un feuillage, abritait son cœur de la tristesse. Bien qu'elle ne parlât pas, elle avait envie de chanter, de tendre au dehors sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait, et elle jouissait d'être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation. Et sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des 2 bêtes exhalaient une buée d'eau bouillante. La baronne peu à peu s'endormait. Sa figure, qu'encadraient 6 boudins réguliers de cheveux pendillants, s'affaissa peu à peu, mollement soutenue par les 3 grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite. Les joues s'enflaient, tandis que, entre ses lèvres entr'ouvertes, passait un ronflement sonore. Son mari se pencha sur elle et posa doucement, dans ses mains croisées sur l'ampleur de son ventre, un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla, et elle considéra l'objet d'un regard noyé, avec cet hébétement des sommeils interrompus. Le portefeuille tomba, s'ouvrit. De l'or et des billets de banque s'éparpillèrent dans la calèche. Elle s'éveilla tout à fait, et la gaieté de sa fille partit en une fusée de rire. Le baron ramassa l'argent, et le lui posant sur les genoux. « Voici, ma chère amie, tout ce qui reste de ma ferme d'Életot. Je l'ai vendue pour faire réparer les peuples, où nous habiterons souvent désormais. » Elle compta 6 400 francs et les mit tranquillement dans sa poche. C'était la 9e ferme vendue ainsi sur 31 que leurs parents avaient laissées. Ils possédaient cependant encore 20 000 livres de rente en terre qui, bien administrés, auraient facilement rendu 30 000 francs par an. Comme ils vivaient simplement, ce revenu aurait suffi s'il n'y avait eu dans la maison un trou sans fond toujours ouvert, la bonté. Elle tarissait l'argent dans leurs mains comme le soleil tarit l'eau des marécages. Cela coulait, fuyait, disparaissait. Comment? Personne n'en savait rien. À tout moment, l'un d'eux disait « Je ne sais comment cela s'est fait, j'ai dépensé 100 francs aujourd'hui sans rien acheter de gros. » Cette facilité de donner était du reste un des grands bonheurs de leur vie, et ils s'entendaient sur ce point d'une façon superbe et touchante. Jeanne demanda « Est-ce beau maintenant, mon château ?» Le baron répondit gaiement « Tu verras, fillette. » Je résume. La pluie cesse et toute la famille arrive au peuple. Après le repas en tête-à-tête avec le baron, Jeanne découvre le château, le jardin, et puis les pièces du château, le vestibule, le salon, sa chambre. 11 heures sonnèrent. Le baron embrassa sa fille et se retira chez lui. Alors Jeanne, avec regret, se coucha. D'un dernier regard, elle parcourut sa chambre, et puis éteignit sa bougie. Mais le lit, dont la tête seule s'appuyait à la muraille, avait une fenêtre sur sa gauche, par où entrait un flot de lune qui répandait à terre une flaque de clarté. Des reflets jaillissaient au mur, des reflets pâles caressant faiblement les amours immobiles de Pyrame et de Thisbé. Par l'autre fenêtre, en face de ses pieds, Jeanne apercevait un grand arbre tout baigné de lumière douce. Elle se tourna sur le côté, ferma les yeux, puis, au bout de quelque temps, les rouvrit.
Elle croyait se sentir encore secouée par des cahots de la voiture, dont le roulement continuait dans sa tête. Elle resta d'abord immobile, espérant que ce repos la ferait enfin s'endormir. Mais l'impatience de son esprit envahit bientôt tout son corps. Elle avait des crispations dans les jambes, une fièvre qui grandissait. Alors elle se leva, et pieds nus, nu-bras, avec sa longue chemise qui lui donnait l'aspect d'un fantôme, elle traversa la mare de lumière répandue sur son plancher, ouvrit sa fenêtre et regarda. La nuit était si claire qu'on y voyait comme en plein jour, et la jeune fille reconnaissait tout ce pays aimé jadis dans sa première enfance. C'était d'abord, en face d'elle, un large gazon jaune, comme du beurre sous la lumière nocturne. 2 arbres géants se dressaient aux pointes devant le château, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au bout de la grande étendue d'herbe, un petit bois embosqué terminait ce domaine garanti des ouragans du large par 5 rangs d'ormes antiques, tordus, rasés, rongés, taillés en pente comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné. Cette espèce de parc était borné à droite et à gauche par 2 longues avenues de peupliers démesurés, appelées peuples en Normandie, qui séparaient la résidence des maîtres des 2 fermes y attenantes, occupées l'une par la famille Couillard, l'autre par la famille Martin. Ces peuples avaient donné leur nom au château. Au-delà de cet enclos s'étendait une vaste plaine inculte semée d'ajoncs où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis, soudain, la côte s'abattait en une falaise de 100 mètres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues. Jeanne regardait au loin la longue surface moirée des flots qui semblaient dormir sous les étoiles. Dans cet apaisement du soleil absent, toutes les senteurs de la terre se répandaient. Un jasmin, grimpé autour des fenêtres d'en bas, exhalait continuellement son haleine pénétrante qui se mêlait à l'odeur plus légère des feuilles naissantes. De lentes rafales passaient, apportant les saveurs fortes de l'air salin et de la sueur visqueuse des varechs. La jeune fille s'abandonna au bonheur de respirer, et le repos de la campagne la calma comme un bain frais. Toutes les bêtes qui s'éveillent quand vient le soir et cachent leur existence obscure dans la tranquillité des nuits emplissaient les demi-ténèbres d'une agitation silencieuse. De grands oiseaux qui ne criaient point fuyaient dans l'air comme des taches, comme des ombres. Des bourdonnements d'insectes invisibles effleuraient l'oreille. Des courses muettes traversaient l'herbe pleine de rosée ou de sable des chemins déserts. Seuls quelques crapauds mélancoliques poussaient vers la lune leurs notes courtes et monotones. Il semblait à Jeanne que son cœur s'élargissait, plein de murmures comme cette soirée claire, fourmillant soudain de 1000 désirs rôdeurs, pareils à ces bêtes nocturnes dont le frémissement l'entourait. Une affinité l'unissait à cette poésie vivante, et dans la molle blancheur de la nuit, elle sentait courir des frissons surhumains, palpiter des espoirs insaisissables, quelque chose comme un souffle de bonheur. Et elle se mit à rêver d'amour. Et voilà, c'était un nouvel extrait du chapitre 1 du roman Une vie de Guy de Maupassant. Peut-être l'avez-vous déjà lu aussi. Un autre roman s'intitule Une vie, c'est celui de Simone Veil, qui avait emprunté, comme elle l'indique d'ailleurs au début de son roman, ce titre à Maupassant. Je vous invite à me laisser un commentaire, je vous invite à cliquer sur la cloche ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie tous les nouveaux abonnés, vous êtes dorénavant 216. Merci, à bientôt.